Grey Terminal. Le nom lui-même sonne comme une condamnation. L'endroit où le royaume de Gua jette ses déchets, ses ordures, ses indésirables. Un monde parallèle, invisible aux yeux des nobles, inexistant sur leur carte dorée. Ici, dans cette cicatrice béante de l'humanité, dans cette plaie ouverte du système, 3 enfants forgent un rêve impossible. Un rêve de liberté absolue. Sabo, 10 ans à peine, cheveux blonds comme le blé d'été, regard perçant comme l'acier forgé dans les flammes. Mais derrière cette apparence fragile, derrière ce sourire d'enfant se cache une détermination qui ferait trembler les plus grands conquérants. Car Sabo n'est pas un enfant ordinaire, il porte en lui une rage silencieuse, une soif de justice qui brûle plus fort que n'importe quel feu. Il écrit constamment à la lueur vacillante des bougies dans le secret de ses cachettes, loin des regards indiscrets. Chaque injustice, chaque humiliation, chaque espoir brisé trouve sa place dans ce carnet usé. Ce n'est pas un journal d'enfant, c'est un réquisitoire implacable contre un monde qui a oublié ce que signifie être humain. C'est le témoignage brûlant d'une âme qui refuse l'indifférence. Dans ses pages griffonnées, il note tout. La faim qui tenaille les habitants de Grey Terminal, le mépris dans les yeux des nobles, l'hypocrisie d'un système qui prêche la civilisation tout en jetant ses semblables comme des détritus. Chaque mot est une lame, chaque phrase une déclaration de guerre. Car Sabo n'est pas né dans les décombres, oh non, il est né dans la soie et l'or, dans les draps brodés et les couverts d'argent. Fils de nobles respectés, héritier d'une fortune bâtie sur le mépris des faibles et l'exploitation des désespérés. Mais certaines âmes refusent les chaînes, même dorées. Certains cœurs préfèrent la vérité cruelle à la beauté mensongère. Il s'évade, pas physiquement seulement, c'est facile pour un enfant agile. Il s'évade spirituellement, il choisit la liberté contre la sécurité, la vérité contre le mensonge, l'amitié véritable contre les liens du sang frelaté. C'est le plus grand acte de rébellion qu'un enfant puisse accomplir, rejeter l'amour conditionnel de ses parents pour embrasser l'authenticité. Avec Ace et Luffy, il découvre ce que sa famille dorée n'a jamais pu lui offrir, l'authenticité pure, la loyauté sans calcul, l'amour inconditionnel. Dans leur rire partagé, dans leur bagarre épique, dans leur rêve fou de liberté, Sabo trouve enfin sa vraie famille, une famille choisie, pas subie. Ace, le fils du roi des pirates qui porte le poids du sang de son père comme une malédiction. Luffy, l'enfant au rêve impossible qui voit le monde comme un terrain de jeu infini. Et Sabo, le noble fugitif qui a tout quitté pour quelques instants de véritable bonheur. Ensemble, ils ne sont plus des enfants isolés, ils deviennent une force, un espoir, un symbole de ce que pourrait être le monde si les barrières sociales s'effondraient. Ils mangent ensemble, dorment à la belle étoile, rêvent d'aventures infinies. Ils sont libres, authentiquement, complètement libres. Mais dans ce carnet qui ne quitte jamais, Sabo continue d'écrire, car il sait, même enfant, que cette liberté n'est qu'un sursis, que le monde des adultes viendra les rattraper, que les chaînes dorées de sa naissance finiront par se refermer sur lui. Mais le monde n'aime pas les transfuges, il n'aime pas ceux qui abandonnent leurs privilèges pour embrasser la justice, il déteste ceux qui préfèrent la vérité des décombres aux mensonges des palais. Et le prix à payer pour cette trahison sera terrible, plus terrible que ce qu'un enfant de 10 ans peut imaginer. L'innocence, elle aussi doit mourir, pour que naisse la révolution. Quand les flammes de la révolution menacent l'ordre établi, quand les déshérités osent lever la tête, les puissants réagissent avec une violence inouïe. Ils ne connaissent qu'une seule réponse à la contestation, l'anéantissement total. Grey Terminal doit brûler, ses habitants doivent disparaître, effacés de l'histoire, rayés de la carte, comme s'ils n'avaient jamais existé, comme s'ils n'avaient jamais eu le droit d'exister. C'est la solution finale des nobles. Quand la misère devient trop visible, on la fait disparaître dans les flammes. Sabo voit les navires approcher, des silhouettes menaçantes sur l'horizon, porteuses de mort et d'oubli. Il comprend immédiatement. Cette prison dorée qu'on appelle le royaume de Gua va l'engloutir à nouveau. Ses parents, ses nobles parents aux mains propres et à la conscience salie, veulent le ramener dans leur monde de mensonges et de faux semblants. Ils veulent effacer ces mois de liberté comme on efface une tache sur un vêtement précieux. Mais Sabo a goûté à la liberté. Il a vu ce que signifie vraiment vivre. Il a ri avec ses vrais frères. Il a mangé le pain de l'amitié. Il a dormi sous les étoiles de l'authenticité. Comment pourrait-il retourner dans sa cage dorée? Comment pourrait-il faire semblant d'aimer des parents qui méprisent ses vrais amis? Alors il fait le choix le plus courageux qu'un enfant puisse faire, le choix qui définira toute sa vie future. Il choisit de mourir libre plutôt que de vivre enchaîné. Il choisit l'incertitude de la mer plutôt que la sécurité de la prison. Il choisit de devenir un symbole plutôt que de rester un héritier. Son petit bateau de fortune, construit de ses mains d'enfant, devient un navire de guerre personnel. Ses voiles rapiécées deviennent l'étendard de sa rébellion. Ce radeau fragile devient le véhicule de sa liberté absolue. Un enfant de 10 ans sur un radeau de fortune qui tangue dangereusement face à la puissance militaire écrasante d'un royaume entier. L'image est saisissante, presque irréelle. David contre Goliath. L'innocence contre la corruption. L'espoir contre le désespoir.
Dans ses derniers instants de conscience, avant que le monde n'explose autour de lui, Sabo pense à Ace et Luffy, à leur rire, à leurs rêves partagés, à cette promesse qu'ils ont faite de naviguer ensemble vers la liberté. Il regrette de ne pas pouvoir tenir cette promesse, mais il ne regrette pas son choix. Le canon tonne. Le bruit fracasse le silence de la mer comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le monde s'embrase dans un déluge de feu et d'acier. Les flammes dévorent tout, le bateau, l'espoir, l'enfance. Et Sabo disparaît dans cette apocalypse miniature. Ace hurle sa douleur vers le ciel indifférent. Luffy sanglote, ses larmes se mêlant à l'eau salée de la mer. Leur frère, leur âme sœur, leur complice de toujours n'est plus, ou du moins c'est ce qu'ils croient. Car ce qui meurt vraiment ce jour-là, ce n'est pas Sabo, c'est l'enfant qu'il était. Première mort, première renaissance. Car dans ce sacrifice apparent, dans cette disparition tragique, Sabo ne meurt pas. Il devient autre chose, il devient un symbole, une flamme qui refuse de s'éteindre, une idée qui transcende la chair. Il devient la preuve vivante qu'on peut choisir sa famille, qu'on peut choisir sa voie, qu'on peut choisir de mourir pour ses convictions. Mais les symboles, parfois, ont une seconde chance. Et le destin n'en a pas fini avec l'enfant aux cheveux blonds. Amnésie. Le mot sonne comme une sentence, comme un glas qui résonne dans le vide. Sabo survit à l'explosion, miracle de la providence ou ironie du sort. Mais l'homme qu'il était meurt vraiment cette fois, plus complètement que s'il avait péri dans les flammes. Ace, Luffy, leurs rêves partagés, leur serment d'enfant, leur rire sur les étoiles. Tout s'efface sous les brumes de l'oubli. 10 ans de mémoire, 10 ans de construction identitaire, 10 ans d'amour, de haine, d'espoir et de révolte. Tout cela disparaît, balayé par le traumatisme comme des châteaux de sable emportés par la marée. Sabo ouvre les yeux dans un lit d'hôpital, mais l'homme qui se réveille n'est plus le même. C'est une page blanche, un être nouveau. Une âme vierge prête à être remodelée. Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché du monde, le révolutionnaire suprême dont le seul nom fait trembler les gouvernements. Le vent de la liberté incarné. Il voit en ce jeune homme amnésique quelque chose que même Sabo ignore, un potentiel de changement absolu, une force révolutionnaire à l'état brut. Dragon ne croit pas au hasard, il croit au destin. Et quand il regarde ce survivant miraculeusement épargné par la mort, il voit une arme forgée par la souffrance, un instrument de justice aiguisé par l'injustice. Il voit celui qui pourrait changer le monde. Sous sa tutelle bienveillante mais implacable, Sabo renaît. Pas comme noble repenti, pas comme le pirate en devenir, mais comme révolutionnaire pur et dur. L'entraînement est impitoyable, Dragon ne forme pas des soldats, il forme des idéaux vivants. Chaque jour, Sabo pousse ses limites un peu plus loin. Chaque nuit, il étudie les traités révolutionnaires, les analyses politiques, les témoignages d'opprimés. Les années passent, l'enfant fragile devient un homme redoutable. Ses muscles se durcissent, son regard s'aiguise, sa détermination se cristallise. Il maîtrise le haki comme d'autres respirent, il manie la stratégie comme d'autres manient l'épée. Il comprend la politique comme d'autres comprennent la météo. Il devient le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire, le bras droit de Dragon, l'espoir des opprimés du monde entier. Son nom commence à circuler dans les ruelles sombres, dans les ghettos oubliés, dans les plantations secrètes. On murmure son nom comme une prière, comme un espoir, comme une promesse de libération. Mais il ne sait pas encore qui il était vraiment. Cette autre vie, ces autres amours, cette autre famille. Tout cela dort dans les profondeurs de son inconscient, comme des trésors engloutis au fond de l'océan. Parfois, sans raison apparente, une mélancolie inexplicable le saisit, comme si une partie de lui criait silencieusement dans les ténèbres de l'oubli, comme si son âme se souvenait de ce que son esprit avait définitivement perdu. Il regarde les photos de pirates dans les journaux avec une attention particulière, sans comprendre pourquoi. Il s'arrête sur certains visages, certains de les connaître sans pouvoir les situer. Il rêve parfois d'un chapeau de paille qui danse dans le vent, d'un souvenir édenté et insouciant, d'un regard de braise qui couvre sous des cheveux noirs. Mais ce ne sont que des fragments, des échos d'une mélodie oubliée. Il se réveille avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'infiniment précieux sans savoir quoi. Mais le destin a ses propres plans et parfois ce qu'on a perdu à jamais ressurgit avec la violence d'un tsunami. Parfois la mémoire revient non pas comme une douce marée mais comme un raz-de-marée dévastateur qui emporte tout sur son passage. Marineford. Le nom résonne comme un glas dans l'histoire de la piraterie, la guerre qui va redéfinir les équilibres du monde. Portgas dit Ace, le fils du roi des pirates, le commandant de la seconde division de Barbe Blanche, va mourir en direct devant les yeux du monde entier. Et quelque part dans un bureau révolutionnaire baigné de lumière froide, un homme regarde le journal sans comprendre pourquoi son cœur se brise en 1000 morceaux. Sabo fixe l'image de ce pirate qu'il ne connaît pas, du moins le croit-il. Portgas dit Ace, ce nom ne lui dit rien. Ce visage devrait lui être étranger, cette histoire ne devrait pas le concerner. Alors pourquoi ses mains tremblent-elles? Pourquoi sa respiration devient-elle saccadée? Pourquoi ce sentiment d'urgence absolue, comme si sa propre vie était en jeu? Les larmes coulent, incontrôlables, inexplicables. Elles tracent des sillons brillants sur ses joues comme des rivières de douleur pure. Pourquoi pleure-t-il pour un pirate qu'il ne connaît pas? Pourquoi cette douleur le déchire-t-elle de l'intérieur comme si on lui arrachait une partie de son âme? Pourquoi ce nom, Ace, résonne-t-il dans sa tête comme un appel désespéré? Il essaye de se raisonner, c'est
juste de l'empathie, de la compassion humaine face à une tragédie, mais au fond de lui, il sait que c'est plus que cela, beaucoup plus. Cette douleur n'est pas celle d'un spectateur ému, c'est celle d'un frère qui voit son frère mourir. Et soudain, l'explosion, pas celle des canons de Marineford, celle de la mémoire qui explose comme une bombe dans son crâne. 10 ans d'oubli qui s'effrite en une seconde terrifiante, 10 ans de paix factice qui vole en éclats, tout revient d'un coup comme un barrage qui cède. Comme une digue qui explose. Sabo se souvient de tout, avec une précision chirurgicale, avec une netteté qui fait mal, de qui il était vraiment, de qui l'a perdu, de qui l'a abandonné sans le savoir. La culpabilité le frappe comme une lame empoisonnée qui se plante entre ses côtes. Il était vivant, pendant qu'il souffrait en silence, portant le poids du sang de son père, pendant que Luffy grandissait seul, rêvant de ses frères disparus. Il aurait pu être là, il aurait pu empêcher ce massacre, il aurait pu sauver Ace de cette mort annoncée, il aurait pu changer le cours de l'histoire, mais il n'était personne, un fantôme vivant qui avait oublié d'exister, un frère absent qui avait trahi sans le savoir le serment le plus sacré, celui de protéger sa famille. La rage, la douleur, la culpabilité déferlent en lui comme un tsunami émotionnel. C'est sa deuxième mort, pas physique cette fois mais spirituelle. L'homme qu'il était devenu meurt pour laisser place à celui qu'il aurait toujours dû être. Le révolutionnaire anonyme disparaît, le frère renaît, plus fort, plus déterminé, plus dangereux que jamais. Car maintenant Sabo sait qui il est vraiment et il sait ce qu'il doit faire. Dressrosa, l'île des jouets et des mensonges, royaume de l'illusion et de la manipulation. Ici, sous l'identité de Lucy, clin d'œil ironique à son passé perdu, Sabo va accomplir sa mission la plus importante. Pas pour la révolution cette fois, pas pour Dragon ou l'armée révolutionnaire, pour la famille, pour l'amour, pour la mémoire de celui qui ne reviendra jamais. Le Colisée rugit de 1000 voix assoiffées de spectacle et de sang, mais Sabo n'entend que le silence de sa propre détermination. Il n'est pas là pour divertir la foule, il n'est pas là pour la gloire ou l'argent, il est là pour récupérer l'héritage le plus précieux qui soit, l'âme enflammée de son frère disparu. Le Mera Mera no Mi, le fruit du feu, l'héritage d'Ace. Sabo le regarde comme on regarde une relique sacrée, un trésor au-delà de toute valeur monétaire. Ce n'est pas seulement un pouvoir qu'il convoite, c'est un lien, une responsabilité, une promesse silencieuse faite à un mort parti trop tôt. Dans ce fruit innocent se cache l'essence même d'Ace, sa passion dévorante, sa loyauté absolue, son amour inconditionnel pour Luffy. Tous ces sentiments cristallisés dans un simple fruit du démon, tous ces souvenirs concentrés dans quelques grammes de pulpe mystérieuse. Il se bat, pas pour gagner, la victoire est certaine face à des adversaires ordinaires. Il se bat pour honorer, chaque coup porté est un hommage à Ace, chaque victoire est une prière pour son frère disparu. Chaque adversaire vaincu est un pas de plus vers la réconciliation avec sa propre culpabilité. Ces techniques de combat, aiguisées par des années d'entraînement révolutionnaire, font merveille dans l'arène. Mais au-delà de la technique pure, il y a quelque chose de plus, une rage contrôlée, une détermination qui transcende le simple désir de vaincre. Il ne combat pas simplement ses adversaires, il combat ses propres démons. Quand il mange le fruit, quand il sent cette puissance étrangère envers son corps, ce n'est pas seulement du pouvoir qu'il absorbe, c'est l'essence même d'Ace qui se mélange à la sienne, sa passion brûlante, sa détermination inébranlable, son amour sans limite pour Ace, toute l'âme de son frère qui ressuscite en lui. Mais les flammes de Sabo ne sont pas exactement celles d'Ace, elles sont différentes, plus contrôlées, plus précises, plus révolutionnaires. Elles ne brûlent pas simplement pour brûler, elles brûlent pour libérer. Elles ne détruisent pas par colère, elles détruisent par justice. C'est le feu d'Ace transformé par l'expérience de Sabo, sublimé par ses années de lutte révolutionnaire. À Dressrosa, entouré d'ennemis puissants et d'alliés improbables, Sabo ne combat pas seulement un Shichibukai corrompu, il combat un système entier, une oppression millénaire, une injustice institutionnalisée. Doflamingo n'est qu'un symptôme, la vraie maladie c'est le monde qui permet à des hommes comme lui d'exister. Dans cette bataille épique, dans ce chaos organisé, Sabo trouve enfin sa véritable identité. Il n'est plus seulement le noble repenti qui a fui sa famille, il n'est plus seulement le révolutionnaire amnésique qui a grandi dans l'ombre de Dragon. Il devient quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus complet. Il est Sabo, frère d'Ace et de Luffy, héritier de la flamme éternelle, ennemi juré de l'oppression sous toutes ses formes, révolutionnaire par choix, noble par naissance, libre par nature. Il est la synthèse parfaite de tout ce qu'il a été, réconcilié enfin avec lui-même. Et maintenant, avec les flammes d'Ace qui dansent autour de ses poings, il peut enfin honorer la mémoire de son frère comme il se doit. 20 ans, 20 longues années de séparation, de malentendus, de douleurs silencieuses. 20 ans pendant lesquels deux frères ont grandi séparément, ignorant chacun que l'autre était vivant. 20 ans de manque, de culpabilité, d'amour inexprimé. Tout cela se cristallise en un instant magique, en une étreinte qui efface le temps et la distance. Luffy, devenu pirate légendaire, empereur des mers, homme au chapeau de paille, dont le nom résonne aux quatre coins du monde.
Sabo, devenu révolutionnaire redoutable, chef d'état-major d'une armée secrète, homme aux flammes libératrices dont les actions ébranlent les gouvernements, deux destins parallèles qui se retrouvent enfin. Mais dans cette étreinte, dans ce moment suspendu hors du temps, ils redeviennent des enfants, ils retrouvent l'innocence perdue, la complicité d'antan, cette connexion profonde qui transcende les années et les épreuves. Les armes coulent librement, sans honte, sans retenue. Ce sont les larmes de la joie pure, de la reconnaissance mutuelle, de l'amour fraternel retrouvé. Ace n'est plus là pour trinquer avec eux, cette absence pèse comme une chape de plomb sur leur retrouvailles, mais sa présence plane néanmoins, invisible mais tangible, dans les flammes qui dansent autour des poings de Sabo, dans les rêves inchangés de Luffy, dans cette promesse qu'il avait faite enfant, toujours protéger ce qui leur est cher, toujours se souvenir de leur lien fraternel. Entre eux, les mots sont parfois superflus, un regard suffit, un geste, un sourire. Ils se retrouvent comme si les 20 années de séparation n'avaient été qu'un cauchemar dont ils viennent de se réveiller. Leur complicité renaît instantanément intacte comme si elle n'avait fait que sommeiller. Et ils se séparent à nouveau, le devoir les appelle chacun sur une route différente, Luffy vers son rêve de roi des pirates, Sabo vers sa mission révolutionnaire. Ils savent qu'ils sont là l'un pour l'autre, ils savent où ils vont, ils savent qu'ils ne sont plus jamais vraiment seuls. Cette séparation n'est plus un adieu déchirant mais un à bientôt confiant. Ils savent désormais qu'aucune distance, aucun malentendu, aucune amnésie ne peut briser le lien qui les unit. Ils sont frères pour l'éternité, dans cette vie et dans toutes les autres. Et quelque part dans les flammes qui dansent autour d'eux, Ace sourit. Aujourd'hui, Sabo n'est plus seulement un révolutionnaire parmi tant d'autres dans l'ombre de Dragon. Il est devenu la révolution incarnée, la justice rendue vivante. Partout où l'injustice règne en maître, ses flammes apparaissent comme une promesse de libération. Partout où l'oppression sévit sans partage, sa voix résonne comme un appel aux armes. Il n'est plus dans l'ombre, il est l'ombre qui terrorise les oppresseurs. Les dragons célestes, ces dieux autoproclamés qui réduisent l'humanité en esclavage depuis 800 ans. Ces parasites dorés qui vivent dans des bulles de verre pour ne pas respirer le même air que leurs inférieurs. Sabo les regarde sans peur, sans révérence, sans la moindre trace de respect, parce qu'il sait une chose qu'ils ignorent dans leur arrogance millénaire, les dieux peuvent brûler. Et les faux dieux brûlent toujours plus facilement. Pour lui, ils ne sont que des hommes corrompus, des hommes pathétiques, des hommes qui ont oublié leur humanité, mais des hommes quand même. Et tous les hommes peuvent tomber, tous les tyrans peuvent être renversés, toutes les dynasties peuvent s'effondrer. Il suffit parfois d'une étincelle bien placée pour embraser tout un système. Ces points enflammés ne portent plus seulement sa force personnelle, ils portent la rage accumulée de tous les opprimés de l'histoire, l'espoir cristallisé de tous les asservis du monde, la détermination concentrée de tous ceux qui refusent de plier l'échine. Quand Sabo frappe, ce ne sont pas seulement ses muscles qui agissent, c'est la volonté collective de l'humanité souffrante qui s'exprime. Ces flammes ne s'éteindront plus jamais. Cette certitude l'habite avec la force d'une évidence mathématique parce qu'elle ne brûle plus seulement en lui, dans son corps mortel, dans son cœur d'homme. Elle brûle désormais dans le cœur de tous ceux qui croient en la liberté, dans l'âme de tous ceux qui refusent l'injustice, dans l'esprit de tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur. Il a transcendé sa propre existence. Il est devenu une idée, un symbole, une force qui dépasse la simple condition humaine. Même si son corps venait à disparaître demain, même si une balle ennemie venait à l'abattre, l'idée qu'il représente continuerait de vivre, car on peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer une idée. Et cette idée, cette flamme éternelle, cette révolution permanente, c'est peut-être le plus bel héritage qu'un homme puisse laisser derrière lui. Non pas des richesses périssables ou des monuments de pierre, mais une inspiration indestructible, un exemple impérissable, une lumière qui continuera de briller longtemps après que les ténèbres auront tenté de l'éteindre.